Amis du soir, bonsoir. Donc déjà, on va parler de la démocratie, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Les politiques ont l'habitude toujours de parler de démocratie. La France est une démocratie représentative. Et du coup, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a déjà dans la Constitution, pardon. Hop. Alors, je vous passe le préambule et l'article premier. Alors, c'est quoi la souveraineté? L'article 2. Ça dit que la langue de la République est le français, etc. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, blablabla. L'hymne national, c'est la Marseillaise. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et maintenant, on vient au plus important de l'article 2. La phrase la plus importante, c'est le principe de la souveraineté, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ensuite, dans l'article 3, ça dit que la souveraineté nationale, elle appartient à qui? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, écoutez bien, par ses représentants et par la voie du référendum. Et aucune section du peuple ni aucun individu, tout seul, ne peut s'en attribuer l'exercice. Alors ça veut dire quoi, le début de cet article 3? Ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain en France. La souveraineté nationale, elle appartient au peuple. Et il l'exerce de deux façons. Ça dit pas c'est soit ça, soit l'autre, c'est et. Donc ça dit qu'il l'exerce par ses représentants, c'est-à-dire il doit élire des représentants, et normalement, il devrait pouvoir exercer sa souveraineté par la voie du référendum. Donc là, on dit bien et. Et la phrase juste en dessous aussi est très importante. Ça dit qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire quoi? Moi, je trouve que déjà, ça biaise le jeu. Parce que le peuple peut exercer sa souveraineté de deux manières, mais il faut qu'il élise des représentants. Et les représentants ont, de fait aujourd'hui, parce que ça se passe comme ça, plus de droits que les autres citoyens. Pourquoi? Parce que le peuple, normalement, est censé avoir le droit d'exercer sa souveraineté par référendum. Mais est-ce que vous, moi, tout un chacun, les Français, est-ce qu'on peut demander à faire un référendum par nous-mêmes? Non. On va voir après qui a le droit. On va passer à la diapo d'après. On va voir qui a le droit de faire des référendums en France. Alors là, on passe quasiment à la fin de la Constitution. On arrive à la révision de la Constitution. Et là, vous allez comprendre quel est vraiment votre droit. Par rapport, vous souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la Déclaration des droits de l'homme? Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc on a tous les mêmes droits. J'aurais dû vous rajouter l'article 6 qui dit que, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement à l'élaboration des lois. C'est-à-dire que vous ou moi, normalement, on est censé pouvoir, si on veut participer à l'écriture d'une loi, on est censé pouvoir le faire. Et on est censé pouvoir le faire comment? Par référendum. Sauf que, regardez bien, l'initiative de la révision de la Constitution, donc qui peut réviser la Constitution, appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Donc à quel moment, vous, moi, tous les citoyens, est-ce qu'on peut réviser, on peut demander à faire réviser la Constitution? Imaginez un jour qu'une majorité de citoyens veuille changer un article de la Constitution qu'ils estiment inégalitaire, inique, et qui les lèse. Comment ils peuvent faire? Eh ben, regardez, on ne peut pas. Donc, je vais lire ce qui est en jaune. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. Donc là, ça dit quoi? C'est-à-dire on réunit les deux assemblées et ça forme le Parlement. Et du coup, là, en jaune, ça nous dit que toute révision, elle doit être votée par les deux assemblées en termes identiques. À la virgule près, il faut que ce soit pareil. S'il y a une virgule qui change, un mot qui change, c'est pas bon, ça repart. Et c'est pas validé. Et ensuite, on vous dit, regardez bien en rouge, enfin en rose là, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Donc normalement, toutes les révisions des révisions de la Constitution devraient être validées par nous, tous les citoyens, et devraient être approuvées par référendum.
Mais regardez bien comment ils ont été malins. Ils ont rajouté un petit mot en dessous, le toutefois que j'ai bien surligné en rouge là. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement. C'est-à-dire si le président il veut pas faire voter tous les citoyens par référendum, il peut faire autrement pour faire valider un changement. Donc il fait comment? Il la soumet au Parlement. Donc du coup le Parlement, convoqué en congrès, dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez qu'ils ont mis un cavalier, ils ont mis un cheval de Troie dans cet article 89 pour dire qu'il peut y avoir une exception. Si le président ne veut pas, eh ben, il peut passer par le Parlement. Combien d'entre nous avons déjà participé à un référendum national qui a posé une question aux citoyens et que les citoyens ont répondu oui ou non, ils voulaient de ce changement ou de cette nouvelle loi, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Le dernier, il date de 2005. Donc, il y a eu 21 changements, ou 23 changements, je crois, dans la Constitution. Il n'y en a que 2 qui sont passés par référendum. Peut-être pas dont, on va dire 3, si on compte le premier, c'est-à-dire le général de Gaulle qui a demandé aux citoyens, justement, est-ce qu'ils voulaient voter pour le président directement, parce qu'avant, c'était les grands électeurs. Donc, ils ont mis un toutefois. S'il ne veut pas faire ça, il peut faire comme ça. Mais ça, c'est censé être une exception, parce que, on l'a vu tout à l'heure, les 2 modes de souveraineté du peuple, c'est quoi? C'est les représentants et le référendum. Sauf que le peuple n'a pas le droit de demander de référendum. C'est le président, c'est QFD. C'est pas une démocratie. Si le peuple ne peut pas décider de lui-même, ne peut pas demander à faire un référendum, ce qui serait normal, c'est d'avoir dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum à l'initiative des citoyens. Comme en Suisse. Les Suisses peuvent, ils ont ça depuis les années 1871, je crois. Donc ça fait 200 ans qu'ils ont le référendum, les Suisses, d'initiative citoyenne. Eux, ils peuvent initier des référendums. Nous, on ne peut pas. Eux, ils ont un début de vraie démocratie. Direct. Pas nous. Bref. Hop. On va enchaîner. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le référendum d'initiative citoyenne inscrit dans la Constitution? C'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne constituant. C'est-à-dire, une fois que c'est écrit dans la Constitution, on l'aurait pour toujours. On peut le faire de cette manière. Je vais vous le montrer. Il suffit juste de faire changer quelques mots dans un article de loi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas bac plus 12 en... comment on dit? J'ai pas fait du droit. Hein.